Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Kamel. Bienvenue à cette première émission de MESE, un cycle de rencontres avec la presse méditerranéenne, conçu et organisé en partenariat entre Copeam et Radio France. MESE est un programme construit sur un format innovant à la frontière entre webinaire et magazine radio, qui a l'ambition de créer un rendez-vous régulier de dialogue entre un grand témoin méditerranéen et les journalistes des médias associés au réseau Copeam. C'est un projet ouvert aussi aux citoyens qui pourront trouver des extraits de ces rencontres en format magazine sur les réseaux sociaux. Ce projet s'inscrit pour Copeam dans sa mission de promouvoir espace et opportunités d'échange, de connaissances réciproques et de projets communs entre les professionnels médias des différents pays de notre région, qui puisse faire avancer la compréhension et le respect entre les peuples riverains de cette mer culturellement très riche, mais aussi très diverse. Je vous souhaite bon travail. Je donne la parole à Franck Lidon pour présenter les protagonistes de cette journée. Merci. Voilà, c'est mieux avec un micro, même si ce n'est pas encore tout à fait de la radio. Merci à vous. Notre invité, vous l'avez compris, donc Monsieur Nasser Kamel, bonjour, diplomate, ambassadeur. Vous êtes un spécialiste, on peut le dire, des questions méditerranéennes, aussi des relations entre les pays de l'Union pour la Méditerranée. L'UPM, c'est 42 États membres avec un peu plus de 27 pays européens et 15 pays partenaires du pourtour méditerranéen. Avec nous, eh bien, nos confrères, vous êtes derrière votre écran. N'hésitez pas à poser bien sûr vos questions. À l'heure qu'il est, nous sommes 13 pays représentés, 13 pays méditerranéens. Dans les studios de la radio tunisienne, Maya Sili, dans les studios de Radio France, Jérôme Souzini, studio de France Bleu en Corse. Sans langue de bois, j'ai le sentiment que c'est ce qui doit un peu incarner ce rendez-vous, cette heure ensemble. L'Union pour la Méditerranée souffre d'un déficit de notoriété. Pour les uns, c'est une coquille vide, ça a été écrit. Pour les autres, c'est une porte indispensable, ouverte sur l'Europe. Avant tout, au fond, la question, c'est de cette journée particulière dimanche sur la Méditerranée, c'est qu'est-ce que, au fond, l'Union pour la Méditerranée? Pour vous poser ces questions, donc Maya Sili et Jérôme Souzini de Radio France. Merci beaucoup Franck Lidon, merci à tous et bienvenue. Donc nous sommes très heureux d'être là. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Moi je suis très heureuse d'être là, de contribuer à ce premier premier épisode de MESE depuis Tunis. Et je partage le micro, j'ai envie de dire, avec Jérôme Souzini de Radio France qui lui se trouve au cœur de la Méditerranée sur l'île de Beauté, la Corse. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, nous sommes donc aujourd'hui avec Monsieur Nasser Kamel, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. La Méditerranée, vous l'avez compris, ce sera au centre de notre débat aujourd'hui, au cours de la première et deuxième partie. L'Union pour la Méditerranée a annoncé officiellement la création d'une journée de la Méditerranée. Elle se déroulera désormais tous les 28 novembre avec comme objectif de favoriser l'identité méditerranéenne. C'est la date donc qui coïncide avec l'anniversaire de la déclaration de Barcelone. Monsieur Nasser Kamel, bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est une date symbolique, on l'a bien compris, ça coïncide en fait avec l'anniversaire de cette déclaration de Barcelone. 25 ans après, c'est vrai que le rôle a évolué parce que beaucoup de choses ont évolué dans cette région méditerranéenne. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UPM, 25 ans après? L'UPM a à peine 9 ou 10 ans parce que l'institution elle-même a lancé ses travaux en 2010, voire même 2011, mais le processus, comme vous l'avez très bien dit, a été lancé, le processus de coopération entre les deux rives de la Méditerranée a été lancé en 1995 ici à Barcelone. Mais avant que je parle de la Méditerranée ou de la jour de la Méditerranée, je voudrais quand même vous saluer tous, Claudio Capon et Franck Lidon, et vous, les deux, Jérôme et Mayad,
je crois que cette initiative s'inscrit parfaitement dans tout ce que nous voulons réaliser dans cette région. Et la journée de la Méditerranée est très liée à ce que vous faites, parce qu'on parle d'une identité commune. Hein, on est 46 000 kilomètres du littoral avec à peu près 500 millions d'habitants qui partageons le même espace et qui font face aux mêmes défis. Et les discussions vont nous amener à parler de ça, et avec un héritage culturel, un système climatique, des défis géopolitiques qui sont les mêmes. Alors, il faut fêter d'une manière ou d'une autre notre commun. Il faut aussi parler de nos défis et il faut aussi avoir le courage de discuter ce qui nous sépare, surtout quand il s'agit de la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Et donc, Nasser Kamel, vous dites on est tous finalement dans la même situation. Tous nos pays sont confrontés au même problème. Et peut-être que le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est un des sujets que vous avez abordé le 4 octobre dernier au Caire avec les 42 ministres des États membres de l'Union pour la Méditerranée, c'est entre autres la question climatique. Il y a quelques jours, cette COP26 qui dit des choses, il y a eu un accord partiel. Vous, dans votre déclaration du Caire du 4 octobre, vous dites qu'il faut contenir au niveau de la température à 1,5 degré d'augmentation. Il y a un écart entre la COP26 et votre déclaration du Caire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher les deux parties? Commençons d'abord par dire que le Caire, quand même, était la conférence de nos ministres d'environnement au Caire était un pas très important vers ce résultat, même s'il y en a qui disent que le COP n'a pas réalisé toutes ses promesses, mais quand même, il y a eu des progrès bien nets. Mais le Caire était un exercice très intéressant dans le sens qu'on était 42 pays avec des niveaux de développement très différents. Hein, qui représentaient des groupes de négociation qui ne sont pas les mêmes au sein du COP, avec des niveaux d'émissions extrêmement différentes. Malgré ces différences en niveau de développement aux émissions ou positionnement au COP, on a pu arriver à une déclaration qui était très, très prometteuse dans le sens que vous l'avez dit, qu'il faut maintenir le réchauffement climatique à 1,5. Et pourquoi la Méditerranée est beaucoup plus ambitieuse que le reste du monde? C'est ça un peu la question. Parce que malheureusement, on est une des régions les plus affectées par ce phénomène. J'oserais même dire la plus affectée parce qu'on est la deuxième après l'Antarctique. Alors, on est la première région du monde peuplée qui est affectée pour des raisons météorologiques que je ne vais pas y rentrer. Cette zone se chauffe 20% plus rapidement que le reste du monde. Si on continue avec le niveau d'émission actuel, on va facilement arriver à 2,4 en 2030 et on arrivera à 3,8 en 2100. C'est catastrophique. Même Boris Johnson, dans son discours, avait mentionné une ville méditerranéenne en danger de disparaître et il s'avère de la plus grande ville méditerranéenne, la ville d'Alexandrie. Alors, ça explique un peu que notre niveau d'ambition, malgré nos différents niveaux de développement et d'émissions, est beaucoup plus ambitieux que celui de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, nous, on fait partie d'un tout. Alors, la Méditerranée toute seule, on le voit très bien, elle est en voie, toute la Méditerranée, sud et nord, ils sont respectueux de leurs engagements par rapport aux accords de Paris. Ils sont respectueux de leurs engagements par rapport à la transition écologique. Ils sont respectueux de leurs engagements par rapport à la part de renouvelables par rapport aux sources traditionnelles d'énergie. Mais on n'est pas seul dans ce monde. Alors, tout ce que moi je peux vous dire,
ce que cette région ensemble, surtout que l'année prochaine, dans un pays aussi de l'Union pour la Méditerranée, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, on va, le plus grand thème durant cette conférence, ce sera que le monde entier va présenter des plans beaucoup plus ambitieux par rapport à leurs engagements. Et la communauté internationale aura l'opportunité de juger si ces plans vont dans le bon sens et s'ils vont amener au moins à un réchauffement de 2 degrés ou moins, espérant que ce soit moins par rapport à ce qu'ils s'engagent à faire l'année prochaine. Alors, l'autre enjeu, on vient de parler de ce premier enjeu qui est de taille, celui du réchauffement, c'est notre jeunesse, à nous tous, ces populations, qui est flamboyante, grandissante, qui ne demande qu'à travailler, qu'à vivre, qu'à s'amuser aussi. Selon vos études, 60% de la population de la zone dite MENA, c'est-à-dire Afrique du Nord et on va dire l'Est de la Méditerranée, 60% de cette population a moins de 30 ans. Quel est le problème selon vous pour cette jeunesse-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit leur apporter? Quelle est leur principale attente ou principale réponse à leur apporter? Et comment vous le faites? Je commencerai par dire l'emploi, plus l'emploi, plus l'emploi. Donner à cette génération l'espoir de pouvoir bâtir une vie meilleure de celle de leurs parents. On a une situation dans la Méditerranée qui est très spéciale. On a une rive sud avec une composition démographique que vous venez de décrire, avec 37 millions de jeunes qui rentrent dans le marché du travail dans les très peu d'années qui viennent, avec une pandémie qui nous a fait perdre 1,7 million d'emplois pendant ces 2 ans. Et au nord, on a une démographie qui est très différente, et le risque de ne pas pouvoir trouver la main-d'œuvre pour pas mal de secteurs. Alors, on n'est pas dans une logique de migration ici, on est dans une logique de complémentarité. On est dans une logique où, dans un monde dominé par des grandes puissances économiques comme l'Amérique du Nord, avec le Canada et le Mexique et les États-Unis, et la Chine avec ses partenaires en Asie Sud-Est, sont des acteurs majeurs et ils le seront davantage dans les années qui viennent. Une Europe vieillissante, démographiquement parlant, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à s'orienter vers le sud de la Méditerranée, j'oserais même dire vers l'Afrique subsaharienne, pour créer des chaînes d'approvisionnement, des investissements qui fait de cette région euro-méditerranéenne une autre puissance économique capable d'avoir une place dans le monde des grands. On dit en anglais « size matters ». And if we want to matter, une intégration régionale beaucoup plus renforcée entre les 2 rives de la Méditerranée, qui bénéficiera en premier lieu la performance économique sur les 2 rives, mais en deuxième lieu, et c'est très important, donner à nos jeunes une opportunité de bâtir une vie meilleure dans leur propre pays. Il y a des développements importants sur le pourtour de la Méditerranée. Mayada, je te laisse la parole ensuite pour une question suivante. Il y a des développements importants sur les ports. On pense au port de Tanger Med, qui a une croissance exponentielle. Et puis, on constate qu'effectivement, vous le dites, les échanges se font d'une façon plutôt est-ouest dans la Méditerranée. Et l'Europe elle-même échange avec elle-même, mais très peu. L'Europe échange très peu. Pourtant, il y a des lignes, même s'il y a eu des contraintes liées aux contraintes de transport liées au Covid ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ce développement du fret, soit dit, parce que tout passe par le fret, fret maritime, fret routier via l'Espagne, par exemple. On souhaite plutôt le fret maritime, question de production de carbone. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ce développement économique, partant du principe qu'il y a aussi
un problème sécuritaire, de sécurité dans cet espace qui est la Méditerranée? Écoutez, le problème, c'est un problème plutôt d'intégration économique, dans le sens que quand on regarde les échanges dans cette zone, on trouve que 95% des échanges se fait parmi les pays de l'Union européenne, tandis que à peine 5% des échanges ou 6% des échanges s'organisent entre la rive sud et la rive nord, et là c'est le chiffre le plus choquant, 1% seulement des échanges se fait entre les pays de parcours sud, ça veut dire les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ça, c'est une situation inacceptable. Nous, on avait conduit une étude compréhensive avec l'OCDE sur l'intégration régionale. On a pris le commerce, on a pris les finances, on a pris le mouvement des peuples, on a pris la recherche scientifique et on a pris les infrastructures. Et on a trouvé que les choses se sont améliorées relativement parlant, avec des grands projets comme celui que vous avez mentionné, dans Jamed ou Port Saïd en Égypte et la zone du canal de Suez, et des pays dans le sud qui ont pu développer leur économie de manière à diversifier leurs exportations et à pénétrer d'une manière plus soutenue les marchés de l'Europe. Mais la réalité, c'est que le potentiel reste énorme parce qu'on est vraiment en dessous de nos capacités. Et ça me ramène à ma réponse à la dernière question. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une logique régionale, ce qu'on appelle en anglais onshoring, aux proximation des chaînes d'approvisionnement. On voit aujourd'hui avec les prix de fret, avec la problématique d'être dépendant sur des producteurs qui sont à 6 000, 7 000, sans parler de l'empreinte carbone de ce mode de commerce. Et dans ce sens-là, co-investir, coproduire, ouvrir des domaines qui sont encore malheureusement fermés. Ça veut dire le commerce en service. Le service, c'est 25% de PNB mondial. Il n'est pas encore libéralisé entre le nord et le sud de la Méditerranée. Nous remercions M. Nasser Kamel. Nous rappelons juste les thématiques qui ont été abordées parce que nous allons prendre des questions des intervenants et des participants qui sont présents aujourd'hui. Nous avons abordé la question de l'identité, de cet héritage commun que nous avons en Méditerranée, la question climatique aussi. Et M. Nasser Kamel a insisté sur la nécessité d'une approche globale qui dépasse un petit peu l'approche méditerranéenne. Et puis la question de la jeunesse a été abordée avec la nécessité de l'employabilité et des problèmes du chômage. Guillaume, est-ce que nous avons déjà une question de la part des intervenants? Oui, on a déjà des questions. On remercie les intervenants pour leurs propositions. Je vais vous lire une première question qui est de M. Thierry Pardy de France Télévisions, qui nous demande de quelle façon l'Union pour la Méditerranée peut-elle favoriser une meilleure coopération entre les pays des rives sud et nord du bassin méditerranéen pour lutter contre la pandémie du Covid. Voilà, c'est donc une question sur la gestion de la pandémie et de la crise sanitaire dans une dimension méditerranéenne. Vous voulez que je réponde? Voilà, c'est ça. Okay. Écoutez, la diplomatie des vaccins n'a pas été un grand succès, pour être très honnête, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau international. La situation est scandaleuse, si j'ose dire. Quand on voit que le taux de vaccination au nord est autour de 75 à 80%, le taux dans le sud de la Méditerranée ne dépasse pas les 20%, et le taux en Afrique subsaharienne ne dépasse pas le 5%. Alors, c'est un constat d'échec, que ce soit pour l'Union européenne, que ce soit pour l'Union pour la Méditerranée, que ce soit pour les pays au niveau individuel.
la communauté internationale n'a pas encore, et les grands multinationales qui produisent les vaccins n'ont pas encore une stratégie qui peut nous amener à un taux de vaccination beaucoup plus élevé avant la fin de cette année. Maintenant, la promesse, c'est que vers la moitié de l'année prochaine, on pourra arriver à 40-50% de taux de vaccination dans les pays les moins favorisés. Sur le plan de la diplomatie, on a lutté, on a plaidé, mais franchement, ce n'était pas un des sujets qu'on avait une grande marge de manœuvre, vu que les décisions, même au sein de l'Union européenne au début de la crise, étaient prises à un niveau national. Il n'y a pas eu vraiment une approche même européenne commune que 2, 3 ou 4 mois après la crise. Alors, dans ce sens-là, il y a… La question de Thierry Part dit finalement que vous, à l'UPM, pouvez-vous faire pour essayer que les choses aillent mieux à ce niveau-là? Écoute, on anime les discussions, on présente aux pays membres des idées, mais ça reste toujours des décisions souveraines des pays membres, et l'Europe a une politique plus généreuse que la plupart des pays développés, mais elle reste quand même en dessous de ce que moi je peux imaginer devrait être fait pour une solidarité dans la zone, et c'est une solidarité importante parce que le virus, comme le climat, ne connaît pas de frontières. Les échanges humains entre les deux partout, vu aussi l'importance du tourisme. C'est une zone qui dépend énormément sur le tourisme, et avec des zones moins favorisées au niveau de vaccination, on ne voit pas comment on peut reprendre cette activité pleinement sans une Méditerranée qui est plus ou moins vaccinée à des niveaux satisfaisants. Vous parliez d'identité collective tout à l'heure, M. Nasser Kamel. Ce déséquilibre justement de vaccination, est-ce que ça ne freine pas aujourd'hui cette ambition et cet objectif de cet espace commun avec un héritage commun et avec un échange interculturel? On n'a jamais nié qu'il y a des obstacles, et la pandémie n'a fait que révéler les inégalités qui existent entre les deux rives et parmi les pays eux-mêmes dans les deux rives. Ça n'empêche pas de dire qu'il y a un héritage commun et il y a un destin commun, parce que comme on parle de la pandémie, un pays qui est protégé n'est jamais protégé quand les autres autour de ce pays ne sont pas protégés. Dans un monde globalisé, dans une Méditerranée très interconnectée, avec un mouvement permanent de nos citoyens du nord vers le sud et du sud vers le nord, je ne vois pas comment on peut faire face à la pandémie dans un pays en oubliant qu'il y a un pays à côté qui a de la peine, même quand ils ont les ressources financières. Moi, je parle des pays du sud méditerranéen qui avaient les ressources financières de procurer le vaccin, mais qui ne pouvaient pas parce que, malheureusement, des pays plus développés ont pu s'emparer de tous les stocks existants à l'époque du vaccin. Alors, dans ce sens-là, mais ça ne change pas la réalité que nous on fait face aux mêmes défis, on a les mêmes intérêts et on a un acquis culturel et identitaire qui est très proche. Alors, Guillaume, peut-être une autre question de l'un ou l'une de nos participants à cette rencontre Mézé. Guillaume. Excusez-moi. Oui, je vais donner la parole à Maja Peterlic de la radio HRT en Croatie, qui a une question notamment sur le tourisme. Maja, est-ce que tu nous entends? A priori. Oui, voilà. Allô? Oui, Allô, bonjour. Bonjour Maja. Bonjour à tous et bonjour Monsieur Kamel. Alors,
Je m'appelle Maja Peterlic et je suis croate et je travaille à la Radio nationale croate, à la station Radio 3, qui propose des émissions de la culture et je dirais que cette station correspond à la station France Culture. Alors, je suis rédactrice et journaliste spécialiste en culture, qui comprend parmi les autres la protection des monuments et en général la culture au service de la société, du science et du tourisme. Récemment, j'ai fait 2 émissions sur le tourisme qui ont abordé des sujets donnés les questions. Et d'après mes recherches en tant que journaliste, j'ai constaté des problèmes de l'exploitation et de la présentation adéquate du potentiel culturel parmi les régions côtières de la Croatie. Et surtout, il s'agit des îles croates. Ainsi, j'aimerais savoir si vous avez des connaissances, si des autres régions méditerranéennes se confrontent à ce problème et comment l'Union méditerranéenne pourrait les aider par rapport à une meilleure présentation des biens culturels et leur exploitation lucrative au service du tourisme méditerranéen. Très bonne question, je vous remercie pour cette question. Bah, écoutez, je vais donner des chiffres, mais qui seront peut-être pas très précises par un ou deux, mais si je ne me trompe pas, il y a à peu près une cinquantaine des sites culturels de l'UNESCO qui se trouvent autour du littoral méditerranéen. Sur ces 52, 3, je ne suis pas très sûr, il y a 37 qui sont en danger à cause de l'augmentation du niveau de la mer, à cause du réchauffement climatique, et 40 quelques qui sont en danger à cause de l'érosion des littoraux dans la Méditerranée. Alors, à peu près tous sont mis entre guillemets au niveau de leur pérennité. Oui, vous avez, chaque pays a des programmes spécifiques pour un site spécifique, mais ils font face à des défis liés au climat et à l'environnement. Sans parler de la question de la diversité biologique, on a perdu déjà 20% de cette richesse biologique que nous avons dans la Méditerranée et on risque d'en perdre plus avec le problème du plastique et tout ça, on peut en discuter Alors, la déclaration ministérielle qu'on avait adoptée sur l'environnement, mais aussi la déclaration ministérielle qu'on avait adoptée sur l'économie bleue au début de cette année, sont très importantes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une déclaration politique des ministres, mais c'était le résultat d'un travail de tous les parties prenantes. On avait rassemblé 300, 400, je ne me rappelle plus du nombre, de tous les parties prenantes qui travaillent dans le secteur dans nos pays respectifs, et c'est eux qui ont préparé le draft. Je ne sais pas comment dire draft en français, pardon, qui était à la base de cette déclaration ministérielle. Alors, ça ne reflète pas seulement la volonté politique des gouvernements en place, ça reflète aussi l'orientation des agents sur le terrain pour en faire mieux. Alors, individuellement, régionalement, on est conscient du problème. Le problème est vrai et on devrait faire plus dans les années qui viennent et on va continuer à lancer des initiatives comme le Plastic Busters, autres notre projet en tout cas, j'ai oublié le nom du projet, pour pouvoir faire face à cette problématique de conservation du littoral et aussi le réchauffement climatique dans notre région. Nasser Kamel, et vous tous d'ailleurs, ce matin, quand j'ai préparé cette émission, j'ai été voir, comme on le fait tous les matins, nous autres journalistes, ce qu'il y avait sur les fils des dépêches ou sur les serveurs Internet.
en tapant tout simplement Méditerranée et je regardais ce qui arrivait comme information. Malheureusement, quand on tape Méditerranée, on a une chance sur beaucoup de parler de drames. Ainsi, hier, par exemple, 10 cadavres de migrants, sans doute morts étouffés, ont été découverts à bord d'une embarcation de fortune bondée au large des côtes libyennes. C'est ce qu'a annoncé l'ONG Médecins sans frontières. Quand on parle de journée de la Méditerranée, on aimerait bien pouvoir faire la fête et la fête, ce n'est pas toujours évident en Méditerranée. Autant en venir à présent sur ce questionnement de nos collègues sur cette question des migrations, Guillaume Ortiou. Oui, on a bien évidemment plusieurs questions de nos journalistes présents sur la thématique des migrations, notamment de Dina Delmeguid de Radio Le Caire et aussi de Rima Awad Allah de la télévision jordanienne qui demande comment faire face au problème des migrants entre le nord et le sud de la Méditerranée et comment nous aider à faire face à ce problème si douloureux. Quelle est donc l'approche et le rôle que peut jouer l'Union pour la Méditerranée dans cette situation? Écoutez, le problème de migration est un problème multidimensionnel. D'abord, la première ligne de défense, c'est vraiment le développement économique et l'intégration économique régionale. C'est un taux de développement qui permet aux pays du Sud de créer l'espoir d'une vie meilleure chez soi. C'est faire face au changement climatique parce qu'on a vu, ce n'est plus théorique, on a vu que là où il y a des problèmes de désertification, détérioration de la qualité de terrain, acidification de ressources en eau, tout ça, il y a une tendance à la migration. Sans ajouter, vous avez donné le bon exemple, les conflits politiques et les zones qui sont déstabilisées. Pourquoi la Libye? Je n'ai pas à vous expliquer, vous êtes les experts, parce que c'est un pays qui pas encore pu construire un état de droit capable de bien gérer son territoire et empêcher ces réseaux de migration clandestine. C'est aussi une politique d'une migration circulaire intelligente. Et il y a des programmes. Moi, j'ai vu, il y a un programme entre le Maroc et l'Espagne où de jeunes mères marocaines viennent tout l'été travailler pendant 3-4 mois, gagner un peu d'argent, retourner chez eux pendant la saison de récolte. Le même programme sur des industries différentes existe entre l'Égypte et l'Italie. Ça, c'est la migration circulaire. C'est aussi un programme aussi de permettre aux chercheurs, aux hommes d'affaires de mieux circuler dans la zone. C'est aussi parce qu'à mon avis, la réponse policière, la réponse sécuritaire ne résoudra jamais ce problème. C'est une réponse de développement économique, une réponse de coopération, une réponse d'investissement, une réponse d'une migration intelligente pour que l'Europe fasse face à son déficit démographique d'une manière intelligente, sans déséquilibrer ou sans amener un déséquilibre qui est déjà assez fragile dans leur pays, et pour permettre aux pays du Sud d'assurer à leurs jeunes un avenir dans leur pays. Nasser Kamel, je vais vous raconter une histoire qui ne me plaît pas trop, mais je dois vous la raconter quand même. Ça s'est passé sur les côtes de Corse il y a 15 jours. Il y a un beau voilier pas trop moche qui a eu un avarie, qui a dû s'arrêter au port de Porto Vecchio, c'est au sud de l'île, et sur ce voilier se trouvaient 8 personnes en provenance de Syrie, semble-t-il, et avec un skipper allemand qui, en fait, voulait les conduire jusqu'à Marseille pour les amener jusqu'en Allemagne. Seulement, ils ont débarqué sur la Corse, à Porto Vecchio. Il y a des replis que l'on constate en ce moment, des replis exacerbés. D'ailleurs, ça fait l'objet
de chapitres entiers lors de la campagne actuelle des présidentielles en France. Comment comprendre qu'un pays, une terre d'accueil comme celui qu'est la Corse, cette île qu'est la Corse, se poser la question de savoir, non pas les autorités locales, non pas les institutions locales, mais une partie de la population, se poser la question de savoir, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut les accueillir? C'est seulement 8 personnes, alors que, vous le savez bien, autant que moi, la Sicile ou Chypre ou autres, on accueille des dizaines, voire des centaines par jour. Comment comprendre qu'une population en soit au point de se dire, c'est pas possible, 8 personnes, qu'est-ce qu'on va en faire? Non, non, on ne le veut pas. Écoute, je n'ai pas une réponse facile à cette question. On voit déjà en Europe une montée d'un certain populisme et on le voit plus au-delà de la France, même si on le voit déjà en France avec quelques personnes qui prétendent pouvoir devenir président de la République dans les prochaines élections. Cette montée, elle a des raisons objectives, il ne faut pas le nier aussi. On voit aussi l'exemple qui n'est pas très encourageant de la diplomatie, ce que moi j'appelle weaponization of migration, comme le cas de la Biélorussie avec la Pologne. Ça se comprend que des sociétés se sont un peu menacées par une augmentation soudaine du nombre d'immigrants arrivant sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on doit leur dire à ces populations? Il faut les expliquer d'abord la réalité économique chez eux et les besoins qui existent, leur expliquer que pour pouvoir gérer ce problème, il faut une politique de développement plus généreuse de la part et une politique d'investissement. Ce n'est pas seulement une politique de développement, mais une politique d'investissement plus intelligente entre le Nord et le Sud. Ce n'est pas seulement par des gardes-côtes et le renfort de moyens sécuritaires qu'on va faire face, mais c'est par donner les moyens du pays du Sud de mieux gérer leur territoire et de mieux créer des emplois pour les citoyens et de faire face de la richesse démographique du Sud en investissant dans des industries et des secteurs de l'économie de ces pays et de leur expliquer d'une manière très simple qu'un Français sur 3 est issu de l'immigration, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas un Français, il y a très rarement un Français qui n'a pas un grand-père, ou moins un grand-père, qui était étranger. Et de travailler mieux sur l'assimilation pour un peu gérer ce décalage entre des cultures qui coexistent ensemble sur un territoire ou l'autre en Europe. Je n'ai pas une réponse directe et facile, ni vous, j'imagine. Et il faut à nos leaders politiques aussi de faire face à cette idéologie qui est en train de prendre beaucoup, de gagner beaucoup de terrain en Europe, qui est une idéologie basée sur le refus de l'autre et sur le mépris de l'autre, je dirais. Et ça, c'est très dangereux. Alors, la question migratoire reste effectivement l'un des dossiers chauds ou l'un des dossiers les plus chauds en Méditerranée, mais c'est vrai que les défis qui sont à relever aujourd'hui, M. Nasser Kamel, sont nombreux. On a parlé de la crise migratoire, de la crise environnementale, mais il y a aussi des pays qui sont frappés lourdement par des crises économiques qui s'ajoutent à la crise sanitaire qui secoue le monde entier. Je crois que nous avons une question du Liban, d'une collègue de Radio Liban, Guillaume. Oui, tout à fait. On a une question de Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2. Je lui donne la parole tout de suite. À toi, Nanette. Bonjour, Monsieur Kamel. Alors, je ne vous poserai pas du tout de questions qui concernent le Liban parce que nos problèmes sont nombreux. Par contre, vous avez commencé votre intervention en parlant d'une identité commune qui commence à me poser sérieusement problème. À l'heure des crispations identitaires qui ne concernent pas que le bassin méditerranéen et surtout que la région connaît un redéploiement politique tout à fait nouveau. Aujourd'hui, nous sommes face à une urgence qui me semble primordiale, qui est l'urgence climatique,
parce que de cette urgence découle notre survie tout simplement, et en Méditerranée et partout ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que votre niveau, ou du moins quelles sont les politiques qui, à votre niveau, peuvent être préconisées pour pouvoir rassembler, histoire d'arriver à une sorte de décision consensuelle qui concerne les questions climatiques dans la région? Écoutez, merci pour cette question, mais avant que je réponde à la question, ou même peut-être que ça fait partie de la réponse à votre question, quand on parle de la migration, quand on parle de développement économique et des investissements, et quand on parle de questions de réchauffement climatique qui est beaucoup plus grave dans des régions que dans d'autres régions. Écoutez, un simple projet, nos études, c'est des études bien scientifiques et bien vérifiées, ces grandes centrales solaires dans le sud de la Méditerranée où le terrain existe et les conditions sont favorables, les études démontrent qu'on peut produire 100 fois, et je n'exagère pas, 100 fois les besoins de toute la zone euro-méditerranéenne en électricité. Figurez-vous, le chiffre, moi quand j'ai vu le chiffre la première fois sur mes notes, j'ai dit il y avait une faute de frappe, c'est peut-être 10 fois, non, on parle de 100 fois. Combien d'emplois, une Europe qui a l'ambition d'arriver à la neutralité en carbone en 2030 et à 0 émission en 2050, est-ce qu'elle pourra arriver à ce niveau-là si elle n'investisse pas dans le solaire et dans le solaire au sud, parce que le solaire en Allemagne, ça marche, mais le solaire en Algérie, au Maroc, en Égypte et en Tunisie, ça marche mieux. Et les exemples existent déjà. Et le coût du solaire aujourd'hui, messieurs, et vous le savez tous, est moins important que le coût du pétrole ou du gaz. Et c'est déjà, et c'est en train même de descendre en termes de coût. Alors, ça, c'est une réponse commune qui à la fois fait face à leur problème de l'emploi, à la fois diminue le niveau d'émissions dans notre zone. La production d'hydrogène vert dans le sud de la Méditerranée, et qu'est-ce qu'elle peut amener comme opportunité économique pour les deux rives de la Méditerranée. Et l'hydrogène vert est produit à partir de l'énergie solaire. Tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Moi, j'ai vu déjà des boîtes, Siemens par exemple, est en train d'investir dans l'hydrogène vert en Égypte, mais à petite échelle. Imaginez si nos gouvernements s'y mettent et encouragent et créent le cadre juridique nécessaire et même et le cadre même fiscal qui encourage à des grands investissements dans ce niveau-là. Sur ce thème-là de l'énergie, du réchauffement et bien sûr du rôle de l'Europe. On attend, la France va au mois de janvier être à la présidence de l'Union européenne. Certains élus, certaines régions de France, notamment celle du sud de la France, dont la région Corse, dont la région sud, interpellent le futur président de cette union, à savoir Emmanuel Macron, lui demandant que soit créée une ligne budgétaire pour la question du réchauffement climatique sur la Méditerranée. Vous-même, qu'attendez-vous de la présidence européenne française prochaine? Quand j'ai vu le vice-président de la Commission européenne, M. Timmermans, qui est le tsar, entre guillemets, non, mais le tsar dans le bon sens, c'est pas pour le critiquer, au contraire. Il a même été jusqu'au Caire dans notre réunion ministérielle parce qu'il croit à une dimension méditerranéenne pour pouvoir réaliser ses ambitions pour l'Europe. Ça rejoint ce que moi, j'espère que la France fera pendant sa présidence, parce qu'à mon avis, elle va être entièrement en ligne avec l'importance de donner à la politique européenne de New Green Deal, je ne sais pas comment vous le dites en français, le nouveau… le New Deal, on le comprend comme ça. Oui. Oui, le New Deal.
le New Deal, il doit développer une dimension méditerranéenne pour des raisons, comme je viens de décrire, scientifiques. Sur le plan des énergies renouvelables, oui, le solaire en France va marcher, en Espagne, en Italie, et ça marchera mieux même. Surtout, avec le solaire, il y a une grande question, la disponibilité des terrains, parce que c'est une énergie qui consomme énormément d'espace. Dans ce sens-là, le Nord n'est pas aussi doté par rapport au Sud, vu les zones non peuplées, déserts qui existent dans les pays du Sud. Investir dans ce domaine-là. Alors, la France, à mon avis, va joindre la vision de Timmermans et notre vision à l'Union pour la Méditerranée, que toute politique vis-à-vis le défi de réchauffement climatique doit être régionale et pas seulement européenne, mais euro-méditerranéenne. Et j'en suis sûr que le président Macron est bien conscient parce qu'il a lancé pendant les derniers mois plusieurs initiatives, celles sur la Méditerranée exemplaire, par exemple, où on parle des zones protégées, où on parle de transport maritime responsable, parce que pour le moment, le transport maritime, il s'avère d'être une des activités les plus polluantes en termes, en termes d'essence et en termes d'émissions en carbone, c'est incroyable. La technologie utilisée aujourd'hui dans le transport maritime est une des plus anciennes et plus polluantes. Alors, on parle même des zones où ces genres de navires ne seront plus permis d'opérer, mais ça, c'est un travail à faire. Ah oui. Alors, je crois que la France est déjà dans le coup. Il y a quand je parle aux responsables français, je vois une volonté politique, le désir du président de la République d'intégrer la Méditerranée dans toute politique environnementale et climatique, ce qu'on appelle l'action climatique de l'Union européenne. Alors, je suis confiant par rapport à ça. Je vous remercie, Monsieur Nasser Kamel, pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous arrivons presque au terme de cet entretien. C'est vrai qu'en 1 heure, on ne peut pas tout aborder. Les questions concernant la Méditerranée sont nombreuses. Nous avons quand même abordé pas mal de questions, surtout celle de l'identité qui est, je rappelle, le thème de la première édition de cette journée de la Méditerranée que nous allons célébrer tous ensemble le 28 novembre. Je vous laisserai le mot de la fin. À toi, Jérôme. Oui, si vous me permettez un petit clin d'œil, puisque effectivement, dès lors que l'on regarde un peu ce qu'est l'Union pour la Méditerranée, parfois sur Internet, est associé à UPM coquille vide. Alors moi, je suis un peu désolé de cela parce que on le voit bien, on l'a bien vu là et entendu aujourd'hui, ce n'est pas une coquille vide. En tous les cas, vous voyez, j'ai amené ma petite noix. Quand on était petit, je ne sais pas si vous, Monsieur Kamel, vous le faisiez, on faisait un petit bateau comme ça avec une coquille. Et cette coquille, ma foi, elle traversait les océans, les rivières, les fontaines, et ça permettait de flotter. Alors, si c'est une coquille comme ça, eh bien, qu'on puisse aller encore longtemps sur les zones de notre Méditerranée tous ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Nasser Kamel. Merci à vous pour l'opportunité d'abord et pour un débat très intéressant et très utile. Et quand on travaille sur l'action climatique, l'environnement, l'intégration économique régionale, sur l'autonomisation des femmes, on n'a pas parlé de la situation de la femme dans notre région, mais c'est un dossier qui est très important au sein de l'Union pour la Méditerranée, sur lequel on fait pas mal de choses. Quand on regarde les projets que nous soutenons, les initiatives que nous proposons et qui sont adoptées par nos pays membres, oui, il y a énormément à faire, oui, il y a énormément de défis, oui, il y a des histoires qui sont moins prometteuses que les autres, mais quand même, je crois, comme cadre institutionnel qui essaye d'amener un plus à la coopération euro-méditerranéenne, on contribue à faire avancer le débat, la coopération
et la volonté commune de nos pays de travailler ensemble. Je vous remercie. Vous êtes un exemple de cette Méditerranée dynamique et Méditerranée qui se sent solidaire. Une Tunisienne et un Français qui parlent exactement le même langage, qui ont les mêmes idées, hein, et qui posent des questions exactement de la même façon. S'il n'y a pas une identité commune là, alors je me trompe en disant qu'il faut qu'on fête notre identitaire et tout ce qui nous lie et qu'on fait face à tous ces voix qui veulent créer un divide, une différence entre nos deux rives. Je vous remercie une deuxième fois et j'espère que j'aurai l'occasion de parler avec vous dans le futur, Inch'Allah. Merci à vous. Merci, M. Kamel. Vous êtes bien sûr le bienvenu. Tous nos collègues aussi qui sont aujourd'hui, j'allais dire, branchés derrière ce Médecé. Ça va être l'heure aussi pour certains de passer à table, tant mieux. Pour d'autres, il va falloir encore attendre un tout petit peu. C'est l'esprit aussi de ce Médecé, c'est-à-dire de partager, de mettre les mains tous autour de la même table et d'avoir cet esprit méditerranéen. On l'a vu, l'Europe joue un jeu important dans cette Méditerranée. On verra bien les enjeux à venir. Quand je peux dire on verra bien les enjeux à venir, le comportement aussi de la présidence de l'Europe pour le mois de janvier. Je veux dire, pour conclure, au fond, c'est vrai que une fois que tout a été dit, tout reste à faire. Alors ça, c'est un vieil adage, mais surtout, en fait, cette communauté de peuples et de ces cultures, en fait, ne cherche qu'une seule chose à chaque fois, c'est le choix de la vie. Et c'est important de ne pas avoir peur de vivre. Et je pense qu'en Méditerranée, nous avons fait ce choix comme partout ailleurs, mais particulièrement en Méditerranée, parce que ce n'est pas si simple que ça de vivre ensemble. Et soyons copropriétaires, en fait, de ce foyer méditerranéen et dans cette fraternité. Voilà ce que je voulais dire pour conclure avec une nouvelle, peut-être, forme de solidarité méditerranéenne. C'est peut-être une utopie, mais ça fait quelques années, les uns et les autres, nous travaillons sur cette utopie. Restons utopiques et bon appétit à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos journalistes et bien sûr à notre grand témoin méditerranéen, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Le programme sera mis à disposition dans le cadre notamment de la journée de la Méditerranée du 28 novembre. Tous les participants recevront par email un lien d'accès pour pouvoir récupérer l'enregistrement à la fois vidéo, à la fois audio, et ainsi que la traduction en anglais, afin de pouvoir faire chez vous votre doublage dans votre langue de diffusion et pouvoir extraire les morceaux choisis de ce premier numéro de Médecé. Il sera également mis à disposition sur les réseaux sociaux de l'ensemble des partenaires du projet. Et on vous donne rendez-vous pour un second numéro. On s'excuse parce qu'on a eu beaucoup de questions, on n'a pas pu toutes les prendre. Et effectivement, il y a la thématique de la jeunesse, de la question de l'égalité des genres qui étaient présentes dans les questions et sur lesquelles on n'a pas pu répondre encore. Mais cher Monsieur Kamel, vous êtes un petit peu le parrain de cette émission en étant le premier à avoir participé, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous réinviter pour un prochain numéro. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.